Monsieur Jean-Pierre Sueur. Permettez-moi de revenir sur la réponse que vous avez apportée à la question de Jacques Bigot. Si vous voulez, j'ai eu le sentiment que vous complétiez le tableau. Et permettez-moi de parler un peu directement. Les actes qui ont eu lieu le 1er mai sont quand même d'une très grande gravité. D'ailleurs, vous l'avez dit, avec beaucoup de force. Comme le président de la République l'a dit avec beaucoup de force quand il a annoncé dans un discours que certains ont entendu que ces actes étaient inadmissibles et inacceptables. Donc, vraiment, qu'un citoyen, pourvu d'aucun titre, arrive de manière informelle dans une opération de sécurité publique et se mette à s'en prendre physiquement à des citoyens sans aucun mandat de sa propre initiative, c'est quand même quelque chose de grave. Imaginez que chacun se comporte comme ça. Il y aurait plus de règles dans notre société. Donc c'est inacceptable, inadmissible. Or, par rapport à la question, le 2 mai, un certain nombre de personnes sont au courant. Le 2 mai. Le 1er, il y a des difficultés pour que ça remonte dans la police et au ministère de l'Intérieur. Et alors, si vous voulez, après toutes les auditions, nous nous rendons compte qu'il y a une sorte de renvoi de balle tout à fait remarquable. C'est-à-dire, monsieur le préfet de police dit, eh bien non, il ne me revenait pas de saisir la justice, parce que moi je suis préfet de police, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur dit, écoutez, non, ce personnage, il relève de l'Élysée. À l'Élysée, nous avons rencontré un certain nombre de personnes. Ni monsieur le directeur de cabinet, ni monsieur le secrétaire général, ni personne ne considère qu'il y avait lieu de saisir la justice. Et quant à l'employeur que vous êtes au titre de votre mouvement politique de l'un des deux protagonistes, vous pensez aussi que pour les raisons que vous expliquez, il ne vous revenait pas de saisir la justice. Donc on est dans un système. Non, je retire le mot système. On est, disons, dans une configuration où, sans doute, pour des raisons qui tiennent au jugement que chacun se fait, mais personne ne juge utile que ce soit lui qui saisisse la justice de faits qui sont quand même inacceptables, inadmissibles, d'une très grande gravité. Je vous demande simplement comment vous réagissez par rapport à ce que je dis. Et si vous le permettez, pour compléter la question, la gravité de ces faits du point de vue du code pénal est attestée par le fait que le procureur de la République, quant à lui, dès qu'il est informé, ouvre une enquête préliminaire. Et au fond, quand on transmet au procureur de la République des faits qui nous paraissent délictueux, nous ne sommes pas juges en réalité de l'opportunité des poursuites, et ce n'est pas nous qui déclenchons l'action publique, c'est bien le procureur, à lui d'apprécier. Parfois, on nous répond, mais au moment des faits, j'ai considéré que les réactions que nous avons eues étaient proportionnées. Mais en réalité, celui qui est assujetti à une obligation de transmission d'informations sur un délit au parquet n'a pas à se poser la question de la gravité des faits lui-même, c'est le procureur qui va se la poser et décider éventuellement de classer sans suite sans même ouvrir la moindre information. Monsieur le délégué général. D'abord, pour rebondir sur un mot pour monsieur le sénateur Sueur, j'ai l'habitude d'assumer. D'assumer, on se connaît depuis assez longtemps. Le mot, je ne sais pas quel est le mot d'ailleurs. Mais j'assume et je ne cherche pas à renvoyer la balle sur qui que ce soit. Oui, je crois que la vérité est unique. Mais que la vérité, quand on la regarde à un moment donné, dans mon cas, sur un téléphone portable, sur une vidéo, et quand on la regarde plusieurs semaines après, avec des images décortiquées, étudiées, expliquées, et tous les commentaires qui vont avec, finalement, elle n'est plus tout à fait la même. Mais ma vérité, pour moi, elle est unique. Au moment où je prends connaissance de ces faits, je suis choqué. J'interroge l'agent, M. Kras, qui me dit intervenir dans le cadre de fonctions de gendarme réserviste auprès de la présidence de la République. À ce moment-là, je vous le dis et je l'assume, mon regard n'est pas le même sur un citoyen qui interviendrait dans la rue par rapport à des forces de l'ordre, qui ce jour-là
avec la mobilisation de 1200 Black Blocs, avec les conditions du 1er mai, je ne vais pas y revenir, que vous connaissez bien, avec les dégradations de commerce, de véhicules. Quand vous avez une image de quelqu'un qui vous dit « j'intervenais », et ça n'est pas le cas, mais moi l'information que j'ai, c'est « j'intervenais dans le cadre de mes fonctions de gendarme réserviste sous l'autorité de la présidence de la République », mon regard, je vous le dis, n'est pas le même. Tout comme il n'a pas été le même quand j'ai vu les images de la vidéo suite à l'interpellation par M. Benalla et Kras de l'intervention des forces de l'ordre qui étaient là. Le 3e temps de vidéo, et je pense que vous avez vu ces images. Personne ne s'est dit il y a un problème de violence policière. Il fallait neutraliser quelqu'un qui avait un comportement particulièrement agressif vis-à-vis là d'une police autorisée pour intervenir. Et donc je vous le redis, c'est dans le cadre d'un regard à un moment donné sur un téléphone portable de quelqu'un qui me dit « j'intervenais dans le cadre de mes fonctions de gendarme et donc j'ai considéré que ma responsabilité était d'informer sa hiérarchie pour vérifier que ces faits étaient connus et qu'ensuite il y ait une sanction ». Je précise d'ailleurs que le général Biofarina, qui a exclu de la réserve non, il n'y a pas exclu de la réserve, de la présidence de la République et qui a remis à disposition M. Kras aux gardes républicains, a pris une décision dès le 4 mai sur ce sujet. En aucun cas, il ne m'en a informé. J'ai découvert cette décision, et c'est normal d'ailleurs, j'ai découvert cette décision en fait au moment de l'audition. Donc voilà, ce que je veux préciser, c'est que le regard que vous portez, monsieur le sénateur Sueur, à juste titre, sur ces faits-là, ne sont pas les mêmes quand on vous dit que la personne intervenait dans le cadre de fonctions de gendarme. Oui, votre réponse est subtile. Au fond, vous ne nous dites pas les forces de l'ordre étaient débordées et M. Kras a agi en bénévole auxiliaire du service public de la police pour leur prêter main forte. Vous nous dites, à ce moment-là, j'ai la conviction, parce que ce sont les éléments qui me sont fournis, qu'il agissait comme gendarme réserviste de l'Élysée, sous l'autorité de M. Benalla également de l'Élysée, et vous n'êtes pas allé plus loin. C'est seulement ultérieurement que vous avez compris que à la fois les forces de police et de gendarmerie d'ailleurs n'étaient pas débordées, même si elles étaient soumises à de très rudes assauts, et que le comportement des deux hommes était totalement déplacé dans cette affaire. Néanmoins, vous estimez quand même utile d'infliger une sanction à M. Kras dans le même temps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans la réponse que vous nous faites ? Non, parce que dans mon esprit, à ce moment-là, j'applique la sanction décidée par son autorité, c'est-à-dire avec le paralysme des formes des 15 jours. Et donc, c'est sur la base de la lettre de sanction de M. Benalla que nous avons repris de la même façon, quasiment la même lettre, pour sanctionner M. Kras, en précisant bien dans la lettre, et je la tiens à votre disposition, et ça n'a pas été contesté par M. Kras à aucun moment, qu'il n'intervenait nullement dans le cadre de ses activités professionnelles, sans en avoir informé ni sa hiérarchie, ni personne. Je tiens cette lettre à votre disposition. Oui, merci beaucoup. Effectivement, cela intéresse notre commission. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. J'insiste également sur ce point, et ma question sera peut-être assez subjective, mais dans la mesure où vous avez trouvé ce comportement choquant, tout le monde a trouvé ce comportement choquant, et tous ceux qui se sont exprimés sur ce point et qui ne sont pas nécessairement vos ennemis, mais plutôt vos amis, n'ont pas eu d'épithète assez fort pour qualifier le comportement des uns et des autres, c'est-à-dire de M. Benalla et de M. Kras, le 1er mai. N'y avait-il pas à craindre une crise politique, qui d'ailleurs est avérée aujourd'hui, du fait que vous ayez conservé en vos rangs une personne qui était capable de se livrer à un tel comportement, qu'il soit ou pas gendarme réserviste, car je suis, Monsieur le Président, sur ce point, l'explication est subtile, nous la comprenons, mais elle est subtile et elle ne passe pas facilement dans l'opinion. Et en réalité, aujourd'hui, ce qui se dit, ce qui s'entend, est que M. Benalla et M. Kras n'ont été démis de leurs fonctions définitivement, c'est-à-dire que vous vous êtes séparés d'eux et de lui, s'agissant de M. Kras, que parce que l'information est devenue publique. Cette sanction était-elle véritablement adaptée ? Monsieur le délégué général. Alors je fais une correction sur la cause de la sanction et de la procédure de licenciement qui est liée à la mise en examen et l'atteinte portée à l'image. Parce qu'en droit du travail, le comportement en fait de M. Kras en dehors de ses heures de travail n'aurait pas été une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et c'est vrai que sur la base de ces éléments-là, au-delà de mon sentiment personnel qui n'a
que peu d'importance en droit. J'étais dans cette contrainte-là. Mais vous avez raison, Madame la sénatrice. Avec les éléments que nous avons aujourd'hui, évidemment, mon attitude aurait été différente. Mais je vous le dis, la vérité, si elle est unique, elle n'est pas forcément perçue de la même façon en fonction des éléments que nous avons et que j'avais à ce moment-là. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué général, dans le rapport de l'IGPN, il est indiqué que Monsieur Kras n'a pas été la présence de Monsieur Kras n'a pas été contestée lors le 1er mai, compte tenu du fait qu'il avait été présenté comme un accompagnant d'une personne qui s'affichait et qui était reconnue comme membre de la présidence de la République. Cela pose un problème sur la prééminence de la présidence de la République, puisque à partir du moment où la personne a été présentée avec ce statut, rien n'a été vérifié et on l'a laissé faire. Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence politique sur la place de la présidence de la République dans nos institutions? Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence sur ce qu'il faudrait faire pour éviter que cela puisse se reproduire avec simplement un affichage qui contribue, qui en fait n'est qu'un passe-droit? Et est-ce que vous ne pensez pas que par rapport au débat que nous avons pu avoir l'année dernière au moment de la discussion budgétaire sur des cabinets ministériels qui étaient réduits parfois à un minimum qui les empêchait de fonctionner correctement par rapport à une présidence de la République qui prend de plus en plus de place, est-ce que ces événements vous conduisent à faire évoluer vos positions sur la place de la présidence de la République dans nos institutions et sur la manière d'encadrer sa prééminence? Et oui, c'est une question importante. La maladie du pouvoir, dans tous les temps et sur tous les continents, ça a toujours été l'abus de pouvoir. C'est pour ça qu'on a inventé les constitutions. Monsieur le délégué général. Sur la question de la vérification de l'habilitation, je n'ai pas à me prononcer sur ce sujet, mais j'ai effectivement lu, comme vous, l'anomalie constatée dans le rapport de l'IGPN. Sur les conséquences à en tirer, d'abord les conséquences, on va dire, organisationnelles. L'IGPN fait des préconisations et j'ai pu noter que le ministre de l'Intérieur avait retenu la totalité des préconisations et avait demandé qu'elles soient mises en œuvre, notamment sur la question du statut d'observateur. Ensuite, je crois que vos propos m'amènent à une question politique, sur les conséquences politiques. Vos propos, d'ailleurs, sont une interprétation politique d'une situation. Elle vous appartient. Je ne suis pas sûr que ce soit dans ce cadre-là que je puisse vous y répondre, mais peut-être plutôt dans un débat que nous pourrions avoir dans d'autres instances. Ce que je sais, c'est que, au fond, Vincent Kras était un chargé de mission Alexandre Benalla était un chargé de mission, identifié comme tel à la présidence de la République, et qu'il a eu un comportement individuel inacceptable qui ne met en aucun cas en cause la présidence de la République et la façon dont le président de la République exerce son autorité. Merci de cette réponse. Monsieur François-Noël Buffet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Délégué général. Nous avons appris que pendant sa période de suspension, Monsieur Benalla avait été rémunéré. Est-ce que M. Kras, par parallélisme des formes, l'a-t-il été pendant cette même période? Et ma deuxième question, monsieur... Ne croyez pas que la question soit malicieuse, c'est une question de fait, n'est-ce pas? C'est une question de fait, absolument. Oui. Monsieur Buffet, continuez. Elle me paraît importante. Oui, absolument. Sur le fond, me semble-t-il. Et puis, monsieur Benalla a fait l'objet d'une rétrogradation. Qu'en est-il également, toujours par parallélisme des formes, de monsieur Vincent Kras? Merci. Monsieur le délégué général. Il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions entre le 4 et le 18 mai. Elle a été signifiée par lettre recommandée avec accusé-réception et il n'y avait pas de suspension de salaire. Alors, sur la rétrogradation, alors là, je vais être un peu... Oui. Et donc, je vais préciser que pour ce qui est de la rétrogradation, les fonctions de M. Kras n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles de M. Benalla. Donc il m'était difficile de réorganiser. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a plus fait aucun déplacement extérieur dans ce cadre-là. Et de toute façon, il n'a jamais eu l'occasion de m'accompagner dans mes déplacements. Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse ce matin, ma sécurité personnelle est assurée par mes officiers de sécurité.
Puis je voudrais préciser quand même sur ce sujet qui est souvent un sujet de fantasme, que je crois que toute femme et tout homme politique qui ont fait l'objet d'un accompagnement pour leur sécurité savent que ça n'est un plaisir pour personne et que personne ne revendique d'avoir le plaisir d'être accompagné par des femmes et des hommes armés. Je tiens même à vous préciser que j'ai fait l'objet d'une tentative d'attentat, qu'un réseau terroriste a été démantelé, que 5 personnes sont actuellement toujours en prison et que quand vous apprenez que ces gens vous ont suivi dans votre commune, à Fort-Calquier pour ce qui me concerne, avec la volonté de vous égorger, vous dites que finalement on serait mieux sans officier de sécurité dans un système où nous n'en aurions pas besoin. Mais je précise au-delà de cette remarque-là qui est que ma sécurité n'est assumée que par les officiers de sécurité qui sont à mes dispositions du ministre que je suis, M. Kras n'a jamais été en charge de ma sécurité et donc il n'avait pas besoin de connaître d'évolution sur ce sujet. Merci de cette réponse, Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Je voulais intervenir à la fin, mais puisque vous me donnez la parole maintenant, je voulais demander à Monsieur le Délégué Général, Monsieur Castaner, vous avez déclaré la semaine dernière que les oppositions étaient la coalition de ceux qui n'aiment pas l'État, des séditieux, de ceux qui rêvent d'une République affaiblie, avide de têtes qui roulent. Je voulais savoir si vous aviez été rassuré cette matinée par votre audition au Sénat quant à nos attentions, vu la qualité de nos débats, et vous rassurer dans le sens que nous avons tous la même volonté d'aller dans une transparence pour la République. Monsieur le délégué général. Monsieur le sénateur, je suis sûr que vous avez préparé comme moi cette audition et que vous avez pu, en allant sur mon compte Facebook, lire la totalité du texte dans lequel je parle qu'il y a eu un rassemblement d'opposants, virgule, et j'imagine que vous classez dans cette catégorie, au moins à l'Assemblée nationale, le groupe politique auquel vous appartenez est membre d'un groupe d'opposition, virgule, de séditieux, virgule, et j'ai donné un certain nombre d'éléments. Je ne considère pas que tous les opposants sont des séditieux, bien au contraire. Et je tiens à vous rassurer si vous avez pensé cela. Bien. L'urbanité que nous connaissons me faisait spontanément exclure cette hypothèse, mais il faut reconnaître que la phrase était ambiguë, mais l'interprétation de la virgule est importante, je vous en remercie. Monsieur Cambon. Oui, Monsieur le délégué général, vous avez dans votre déclaration préliminaire fait part de l'émotion et de l'importance que vous attachiez à ce qui vient de se passer. Or, parallèlement, on a le sentiment que parmi les autres responsables d'En Marche, les députés, qui s'expriment régulièrement ces jours-ci, on a l'impression que la consigne est de minimiser cette opération. Des éléments de langage répétés autant que faire se peut parlent de 150 tonnes de mousse pour 15 grammes de savon. Ça a sûrement été pensé quelque part puisqu'on entend cette déclaration de manière récurrente. La manière dont le travail d'enquête a été conduit chez nos collègues de l'Assemblée nationale par vos amis montre aussi la volonté d'étouffer, de limiter. Vous-même, dans une formule assez lapidaire, avez qualifié M. Benalla de bagagiste. C'était effectivement au moment de la Coupe du Monde, mais enfin, il faut quand même rappeler, puisqu'on vous a en face de nous, ce mot. Est-ce qu'à la faveur des investigations du Parlement et singulièrement de cette commission d'enquête sous l'autorité du président Bas et de ses rapporteurs, qui ne cessent de montrer les incohérences, les dérèglements de toute cette affaire, est-ce que votre sentiment en tant que délégué général de la République En Marche se modifie? Et puisque nous sommes à la veille d'une réforme constitutionnelle importante, est-ce que vous considérez, contrairement au sentiment qu'on a pu avoir encore une fois à travers toutes ces déclarations, que le rôle du Parlement et singulièrement celui du Sénat est important pour équilibrer et faire en sorte que lorsque des affaires d'État éclatent de la sorte, eh bien toute la lumière puisse être faite par respect pour l'opinion publique. Alors la question s'adresse aussi un peu au secrétaire d'État chargé des relations au Parlement. Oui. Oui, mais la position d'En Marche m'intéresse beaucoup. Ah, la position d'En Marche surtout. Alors, Monsieur le ministre et délégué général. Monsieur le Président, vous avez le sentiment que certains ont voulu minimiser. Peut-être que je peux avoir le sentiment que certains veulent exagérer quand on qualifie ce dont nous parlons d'affaires d'État. Mais tout cela est subjectif. Vous venez de parler d'affaires d'État. Je considère, dans mon référentiel à moi, que nous ne sommes pas dans une affaire d'État et je n'ai pas l'impression de minimiser. Vous voyez comme quoi le positionnement politique, selon où on se place, peut amener à avoir un regard différent. Tout comme sur le fait que vous m'avez prêté des propos d'avoir qualifié M. Benalla de bagagiste. Je voudrais rappeler mes propos précisément.
Et je voudrais vous préciser que j'ai fait cela le 19 juillet. Et je n'ai pas cherché à fuir une quelconque responsabilité ni à minimiser. Dès le 19 juillet, je suis la première personnalité de La République En Marche à me rendre sur un plateau télé pour parler de cette affaire. Et quand la journaliste m'interpelle, elle utilise un mot pour parler des événements qui ne sont pas à la hauteur de la gravité. Je la corrige immédiatement pour lui dire que je considère que ces actes sont d'une très grande gravité. Et donc je n'ai jamais cherché à minimiser et je l'ai fait dès le 19 juillet, à un moment où assez peu de paroles avaient été données. Et je vous le dis, je suis le premier responsable politique à aller sur un plateau télé pour justement parler et évoquer la gravité. Et ma première intervention est de corriger la journaliste, non pas pour lui donner une leçon de sémantique, mais pour qualifier proportionnellement à l'émotion qui était la mienne sur la gravité de ces faits. Et donc sur la question du bagagiste, quand la question m'est posée dans une autre émission, c'est sur BFM, RMC un matin, je réponds « Je ne suis pas l'employeur de cette personne, je ne sais pas quelles étaient ses missions. » J'ai entendu dire qu'il était en charge de la logistique et notamment des bagages. Vous voyez, votre propos, mais qui a été extrêmement relayé par certains qui nous écoutent aujourd'hui, est quand même un tout petit peu caricatural par rapport à ce que je dis. Surtout que quand on sait que notamment le GSPR, dans les voyages officiels, est en charge aussi de la logistique et des bagages, on peut considérer que le raccourci qui a été fait par quelques-uns de mon propos est insultant, y compris pour les agents du GSPR. Et ça amène d'ailleurs, et ça a été évoqué dans certaines auditions, la réflexion pour savoir s'il ne faudrait pas mieux organiser cela, parce que je considère que ce n'est pas le rôle d'un membre du GSPR que de devoir gérer les bagages des délégations officielles. Enfin, sur votre question plus politique, s'il y a bien une personne qui, ici, pense et assume l'importance du bicamérisme, un peu dans le sens d'ailleurs des propos du président de la République tenus au Congrès il y a quelques jours sur ce sujet, c'est bien moi. Parce que je vis au quotidien, effectivement là je prends ma casquette de secrétaire d'État en relation avec le Parlement, la particularité de l'approche que vous avez et la responsabilité que vous incarnez. Et donc je n'ai sur ce sujet aucun doute sur cela. Et d'ailleurs, les propositions de modification constitutionnelle sur lesquelles l'Assemblée nationale a décidé d'empêcher le travail, une partie de l'Assemblée nationale courant du mois de juillet, ne cherche en aucun cas à minimiser le rôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais cherche au contraire à trouver la meilleure fluidité possible. Et tous les propos, tous les échanges qui ont eu lieu entre le président Larcher, le Premier ministre ou le président de la République ont toujours été dans le sens d'être le garant pour le président, mais aussi celui qui écoute et qui entend mettre en œuvre pour le Premier ministre ou pour le président de la République de l'importance du bicamérisme, qui est un fondement même de notre Constitution. Et comme l'a rappelé le président Philippe Bas, la Constitution est certainement le meilleur rempart que nous avons pour les libertés publiques. Ultime question, sauf si M. Sueur veut aussi en poser, de notre rapporteur, Mme Jourdain. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une petite observation pour commencer. J'avoue rester un peu sur ma faim s'agissant du caractère approprié de la sanction pour les faits que vous qualifiez d'inqualifiables, en tout cas d'extrêmement graves, de M. Cras, puisqu'il s'agit simplement, si j'ai bien compris ce que vous nous avez indiqué, de le dispenser de travailler pendant 15 jours tout en le rémunérant. Bon. Ceci étant, vous vous êtes longuement expliqué sur ce point, je ne reposerai pas de questions. Ma question s'adressera plutôt à Monsieur le Ministre, puisque vous allez reprendre dans quelques instants ses fonctions, sur ce qu'a déjà indiqué d'ailleurs le président Cambon. Vous savez que nous nous soucions ici de savoir quelle a été aussi la réalité de la sanction de Monsieur Benalla, et notamment quelle a été la nature de la rétrogradation dont il a fait l'objet. Et à ce titre, nous l'avons vu dans le quart qui a conduit les Bleus suite à leur victoire de la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées, ce qui a étonné tout le monde. Et vous vous êtes exprimé dans les circonstances que vous avez indiquées. Vous avez dit que vous aviez entendu dire qu'il s'occupait de la logistique. Je vous rassure, tout le monde dans cette commission avait compris qu'il s'agissait de la logistique. Cela signifie-t-il que vous vous êtes vous-même inquiété, que vous avez été vous-même surpris de le voir encore dans ce type de fonction et que vous êtes enquis de savoir ce qu'il faisait là? En toute hypothèse, vous avez entendu dire qui vous a donné cette information? Monsieur le délégué général. Alors vous me posez la question comme ministre de savoir quelle est l'évolution du poste d'un chargé de mission à l'Élysée. Donc comme ministre, il ne m'appartiendra pas de répondre sur l'organisation interne de l'Élysée, je ne le ferai pas. Surtout que, comme je l'ai dit lors de l'interview que vous évoquez, je n'avais aucune information n'étant pas employeur. J'ai cherché
parce que la petite polémique qui m'a été prêtée sur le mot bagagiste m'a légèrement agacé. J'ai cherché l'origine de ce entendu dire, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne peux pas vous répondre. C'est d'ailleurs l'intérêt de la formule entendu dire, mais c'est vrai que j'ai cherché à quel moment ce truc était venu, et je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas retrouvé, parce que sinon je pense que je l'aurais retweeté immédiatement pour me protéger des moqueries dont j'ai fait l'objet en ayant... Non, mais pas de votre part, madame la co-rapporteure, évidemment. Voilà, et donc je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Eh bien, monsieur le président Sueur. C'est madame Jourda qui me donne l'idée quand même de revenir sur cette question. Monsieur le délégué général et monsieur le ministre, quand même, quand on voit la gravité des faits, inadmissible, inacceptable, peut-être d'ailleurs une seconde affaire le même jour du 1er mai, peut-être. Il y a donc les sanctions. Pour La République En Marche, vous en avez parlé. Pour l'Élysée, la sanction de mise à pied avec une conséquence financière sur les congés. Et ensuite, une fois que c'est fini, la mise à pied, on voit cette personne se retrouver dans des circonstances extrêmement visibles, extrêmement sensibles. L'arrivée des cendres de Simone Veil et Antoine Veil au Panthéon, c'est quand même un acte très fort de la République. L'arrivée des Bleus, on en a parlé. Le 14 juillet, la tribune officielle du 14 juillet, est-ce qu'il n'aurait pas été tout simple quand même d'exfiltrer M. Benalla de toutes ses responsabilités après les 15 jours? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant à ce qu'il apparaisse de cette manière, y compris à Roissy par rapport aux gendarmes? Alors, je vous demande simplement votre sentiment. Vous savez qu'il y a une lecture très simple de cette affaire, qui est que finalement, on a cherché à faire que cet épisode soit étouffé, j'emploie le mot, ce qui aurait peut-être été le cas si quelques journalistes ne s'étaient pas enquis de cette affaire et si une information n'avait pas été livrée. Et je vous demande votre sentiment par rapport à cela, parce que finalement, les sanctions véritables se sont déclenchées bien plus tard, et c'est là le problème principal finalement. Et je rappelle que la justice s'est saisie. Elle n'a pas été saisie, elle s'est saisie. Donc c'est quand même la question principale. Et je ne vous demande pas de réponse, je vous demande quel est votre sentiment par rapport à cela. Ce qui est une façon de vous demander une réponse. Oui. Alors, j'ai tenté, sous l'autorité de votre commission des lois réunie sous forme de commission d'enquête, de répondre non pas par des sentiments, mais par des faits. Oui. Et je souhaite aujourd'hui, devant vous, rester sur les faits, pas sur les sentiments, pas sur les commentaires. Il y a d'autres lieux pour cela. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cela, mais devant votre commission, je souhaite en rester sur les faits, ce qui me paraît l'essentiel. Merci. Bien, il me reste maintenant, monsieur le délégué général et monsieur le ministre, à vous remercier de votre coopération avec la commission des lois. Il s'agit de la dernière audition de ce cycle d'auditions et nous reprendrons nos travaux à la rentrée.